Bonjour, bienvenue sur la truffe et clap pour le son. Aujourd'hui, on va vous parler d'Idriss Aberkane et de sa vidéo Pourquoi Raoult est un héros. Alors, on va pas s'attarder à voir si c'en est un ou pas. On est là juste pour analyser les arguments dans la vidéo. Et c'est tout. Du coup, c'est parti. La corruption académique tue. Ce n'est pas la première fois que je le dis. C'est un phénomène grave, odieux et assassin. La corruption académique tue. Alors on nous cite l'affaire du sang contaminé, l'amiante, qui a été utilisée pendant longtemps dans le BTP. Mais au juste, c'est quoi la corruption académique ? On ne sait pas. Et on va voir dans la suite. Alors rappelons la situation. On a le professeur Didier Raoult, 1000 publications à comité de lecture au compteur. Ce type sait faire de la science dans les clous. Tous les gens qui ont inféré qu'ils ne savaient pas le faire ont menti, il sait. Il n'a fait que ça toute sa vie. Argument d'autorité. À ce moment-là, on a le professeur Didier Raoult qui dit « Moi, en tant qu'expert international des maladies infectieuses, je sais qu'il existe un antipaludéen sur lequel on a un énorme retour clinique qui donne de bons résultats et qui est prometteur face à certaines contaminations virales, en particulier celle à coronavirus. » La phrase et l'unique phrase qui ressort des travaux du professeur Didier Raoult, c'est « La chloroquine est une molécule prometteuse face au coronavirus. » Il n'a jamais dit que c'était un médicament totalement confirmé avec des résultats 100% fiables. Il n'a jamais dit que des tests en double aveugle avaient été faits. Il a dit c'est une molécule prometteuse. C'est faux. Preuve en image. Je leur ai dit que j'espère que très très vite les Chinois nous donneront les résultats d'une première étude sur l'efficacité de la chloroquine sur les coronavirus. Et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Donc c'est un excellent nouvelle, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout, la moins. Comme on peut voir, c'est un peu différent d'un c'est prometteur. Et là, vous avez une clique d'académicards qui disent « attendons ». Et qui jettent le discrédit de la façon la plus brutale, la plus violente sur le professeur Raoult. Ils disent « mais regardez cet amateur, il a osé faire une étude sur peu de cas. Il a osé faire une étude préliminaire sur une vingtaine de cas. Il a osé encore plus, il a osé, le méchant, publier dans une revue dans laquelle un de ses amis est au comité de lecture. Le salaud. » Ce n'est pas ça ce qui lui est reproché. Ce qui lui est reproché au professeur Raoult, c'est de ne pas avoir appliqué la méthode scientifique correctement, soit de ne pas avoir prouvé réellement l'efficacité du médicament. Évidemment, bande d'imbéciles. Le professeur Raoult, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait de la science quick and dirty. Parce que c'est comme ça qu'on fait en temps de guerre, bande de débiles. Je n'ai pas de mots assez durs pour les crétins qui ne comprennent pas que le modèle de décision n'est pas le même dans une situation où 1300 personnes meurent tous les jours et dans une situation civile, tranquille, peinarde, où on peut aller boire un pastis en terrasse et tous rigoler entre nous. Quick and dirty. Alors là, on nous présente des chiffres, on nous dit que, voilà, à partir du moment où on a 1300 morts par jour, plus aujourd'hui, au moment où je vous parle, eh bien, on doit appliquer la méthode quick and dirty. Je veux bien, mais c'est quoi le critère ? C'est-à-dire qu'on nous compare les moments que l'on vit aujourd'hui avec les moments paisibles. Je rappelle que pendant les moments paisibles, le sida, les maladies cardiovasculaires ou le cancer tuent bien plus que 1300 personnes par jour. Doit-on appliquer le quick and dirty ? Je vais prendre une analogie, comme ça je vais pouvoir régaler ceux qui vont tomber
dans la bêtise argumentative du point Godwin, je vais vous parler de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a un général allemand qui s'appelle Erwin Rommel, qui dirige une division tellement rapide qu'elle va pénétrer les lignes françaises à un rythme effréné. On va l'appeler la division fantôme parce que personne ne sait où elle se trouve. Et avançant tellement vite, cette division fantôme va se retrouver face à une contre-attaque française massive. Bon travail de la part des officiers de terrain français à l'époque. Que fait Rommel? Il a des canons anti-aériens, les canons de 88, les fameux. Et à l'époque, on ne sait pas que ces canons anti-aériens sont efficaces contre les chars. On ne les a pas testés. Que fait Rommel immédiatement quand il est débordé sur son flanc des suites de son avance fulgurante? Il ordonne à ses officiers supérieurs de prendre ces canons de 88 et de viser les chars français avec. Au miracle, ces canons de 88 sont mortels contre les chars français. Il les traverse de part en part et Rommel est sauvé. Alors, pour commencer, le canon avait déjà été utilisé auparavant, pendant la guerre civile espagnole, ce qui fait du jour que l'anecdote est fausse. Mais bon, imaginons que c'était vrai, que c'est la première fois qu'on l'utilise comme ça. C'est si miraculeux que ça de découvrir qu'un canon fasse des dégâts. Je pense que la comparaison avec la chloroquine est un peu hasardeuse. Et c'est ça l'attitude qu'on a face à 1300 morts par jour sur une molécule dont, je le répète, on sait qu'elle n'est pas dangereuse puisqu'elle était même sans ordonnance jusqu'à récemment. Jusqu'à ce que d'ailleurs Agnès Buzyn la mette sur ordonnance quelques mois avant le coronavirus, cependant que le mari d'Agnès Buzyn était un ennemi juré du professeur Didier Raoult. Juré, il le détestait. Elle ne serait pas dangereuse car vendue sans ordonnance. Alors, pour toute personne qui pense que ce qui est vendu sans ordonnance n'est pas dangereux, je vous conseille de courir vers votre pharmacie, de prendre tous les médicaments que vous avez achetés sans ordonnance et de lire leur notice. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est qu'il se répond tout seul dans sa propre vidéo. Et le Doliprane aussi. Chaque jour, chaque année, il fait des morts dans le monde. Le Doliprane est profondément hépatotoxique quand il est mal dosé. Au-delà de 3 grammes par jour, on risque quelque chose sur son foie. Et oui, le Doliprane, ça peut être dangereux. Après quoi, on nous parle de Agnès Buzyn, le mari d'Agnès Buzyn, et le fait qu'il ne se supportait pas avec le professeur Raoult. Passons. Nous ne sommes pas là pour répondre à tes théories du complot. Bonjour, ça s'appelle une décision qui est un no-brainer. Quand vous avez d'un côté le pire cas possible, des risques cardiovasculaires dans quelques rares cas possibles, et une hépatotoxicité sachant que vous avez un patient qui est déjà pris en charge en hôpital, et qu'en face vous avez un virus qui tue 1300 personnes par jour, no-brainer comme décision, vraiment. Désolé de devoir faire un cours à ces abrutis, mais là, no-brainer, vraiment. 1300 morts d'un côté, des risques cardiovasculaires de l'autre. C'est dommage, c'est un faux dilemme. Si encore, effectivement, les risques cardiovasculaires sont bien réels, mais de l'autre côté, les 1300 morts, rien ne nous dit que ça va les diminuer, le traitement. Pour ça, il faut des études fiables, c'est justement le problème. Ce qu'oublie Idriss Aberkane, c'est que le traitement pourrait très bien, déjà, n'avoir aucun effet, mais surtout empirer la situation. Parce qu'en prenant son exemple avec les canons, c'est comme si ça renforçait les chars ennemis. Mais déjà, éthiquement, vous avez un patient qui est en train de crever, qu'est-ce que vous lui dites? On a un protocole expérimental, par contre, il est possible qu'il y ait un placebo, je ne sais pas. Vous ne le saurez pas non plus, je vais vous donner une pilule. Peut-être que c'est un placebo, peut-être que c'est quelque chose qui peut avoir une chance de vous sauver. Mais déontologiquement, vous comprenez bien que ça pose un problème immédiat. Rappelons que le traitement pourrait très bien sauver les gens comme les tuer. Du coup, je pense que ce n'est pas très déontologique de jouer avec la vie des patients. Mais la vraie question c'est, doit-on respecter le code de la route quand on est une ambulance et que quelqu'un va crever à l'arrière? C'est une vraie question. Doit-on respecter le code de la route quand on est une ambulance et que quelqu'un va crever à l'arrière? Sauf que cette métaphore est fausse. Il oublie le problème de base qui est l'aléatoire. Essayons de faire une métaphore qui fonctionne un peu mieux. On a une ambulance, elle se rend à l'hôpital, elle doit choisir entre 3 routes, dont seule une mène à l'hôpital. Idriss Aberkane nous dit « prenons-en une au hasard, on n'a pas le temps ». La méthode scientifique, elle, nous dit de prendre une carte et de la consulter. Ainsi, on va perdre un peu de temps, mais on va s'assurer d'arriver à coup sûr à l'hôpital. Pour conclure,
Vous aurez remarqué qu'on a coupé beaucoup dans la vidéo d'Idriss Abakan, mais malheureusement, celui-ci se répète beaucoup. Mais nous pouvons fournir une comparaison un peu plus valable pour terminer cette vidéo. Prenons en exemple les pompiers. Les pompiers, lors d'un incendie, doivent s'assurer de la nature du feu. Par exemple, si dans une cuisine, c'est de l'huile qui brûle, ils doivent faire attention de ne pas mettre de l'eau dessus, au risque d'empirer la situation. Justement, les pompiers préfèrent perdre un peu de temps au début pour s'assurer de la nature du feu et éviter, avec cela, d'empirer la situation. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Faudrait pas avoir une petite phrase d'accroche en mode défécateur? Attends, j'en trouve une. Ah, je l'ai. Il faut du flair pour trouver la truffe. C'est nul. Oh.